Un jeune homme planifie minutieusement des crimes qui, croit-il, lui permettront de mettre la main sur des millions de dollars. Au moment de réaliser ces actes violents, il ne se préoccupe en rien de la vie des personnes innocentes et des policiers. Le FBI, qui veut le faire comparaître devant les tribunaux, se retrouvera bientôt face à toute une entreprise criminelle. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Martinez, en Californie, est une banlieue située à 50 km au nord d'Oakland. À l'aube, le 15 octobre 1993, la plupart des habitants de Martinez dormaient encore. Personne ne remarqua la silhouette sombre qui se déplaçait sur le toit d'une banque de la ville. L'homme transportait une scie sans fil haut de gamme et une perceuse, toutes deux équipées de moteurs peu bruyants. Il savait exactement où pratiquer l'ouverture dans la toiture. L'homme encagoulé tirait profit d'une faille dans le système de sécurité de la banque qui était incapable de déceler le mouvement dans le comble de l'établissement. Ainsi, l'homme pouvait se déplacer à son aise. Juste sous lui se trouvait le bureau de la banque. Il était équipé de détecteurs de mouvement. L'homme savait que dès qu'il descendrait, il déclencherait le système d'alarme. Il savait aussi que les employés arriveraient d'ici quelques heures et qu'il désactiverait alors le système. Il s'installa et attendit leur arrivée. Quelques heures plus tard, c'était le début de la journée de travail pour les gens de Martinez. À 3 km de là, dans la ville de Pleasant Hill, une répartitrice de la police répondit à un appel d'urgence. Quelqu'un avait aperçu deux hommes armés d'origine hispanique entrer dans un supermarché. Il était presque 9 heures. L'agent de police Bob Lauderdale fut dépêché sur les lieux. Notre répartitrice m'a dit que la personne qui avait appelé utilisait un téléphone public juste en face du supermarché. J'ai alors vu un homme de race noire devant la cabine téléphonique. Il portait un blouson noir aux manches brun clair comme ceux de certaines universités. Il transportait un casque de moto. L'agent Lauderdale et le sergent Gary Hazel entrèrent dans le supermarché pour y mener leur enquête. Ils commencèrent par chercher les suspects en parcourant toutes les allées. À Martinez, l'homme encagoulé avait attendu 3 heures dans le comble de la banque.
Les employés se préparaient à ouvrir les portes au public. Ils désactivèrent le système d'alarme. Le voleur vit une caissière taper son code d'accès à la pièce située derrière les guichets automatiques où elle allait remplir les machines d'argent liquide. C'était le moment qu'il attendait pour entrer en scène. La porte de la pièce se verrouilla automatiquement derrière la caissière. Le voleur menaça la femme de tuer son collègue si elle n'ouvrait pas la porte. Ensuite, il l'ouvrit de lui-même. La gérante de la banque qui se trouvait dans la salle de repos entendit du tapage et le bruit de verre qui se brise. Elle sortit furtivement pour appeler le service d'urgence. Le service d'urgence avisa la police de Martinez. Toutes les unités disponibles convergèrent vers la banque sans actionner leurs sirènes. Le voleur partit avec un sac à dos rempli d'argent liquide. Mais pour garder cet argent, il lui faudrait échapper aux policiers de Martinez. Les agents se postèrent devant la banque. Les services de police de Martinez et de Pleasant Hill ne disposaient alors que de 9 agents. Et 2 d'entre eux étaient déjà occupés au supermarché suite à l'appel reçu. Le voleur pouvait échapper à la police en filant à l'arrière de la banque, mais il avait besoin d'une diversion pour y arriver. Earl Morfett, un policier normalement affecté à la circulation, alla se poster à l'arrière de l'établissement. Au cours de ses 10 ans de carrière au sein de la police, ce serait la première fois qu'il ferait usage de son arme à feu. Il se trouvait à moins de 20 mètres de moi et me tirait dessus. Dans ma tête, c'était le chaos total. Pendant cet échange de coups de feu, les policiers de Pleasant Hill enquêtaient toujours sur les 2 hommes armés qui étaient censés être entrés dans le supermarché. Aucun des employés n'avait vu quoi que ce soit d'anormal. L'appel éveilla aussitôt les soupçons de l'agent Lauderdale. Quand j'ai constaté qu'il n'y avait pas de suspect, je me suis dit que ce vol à Martinez au même moment ne pouvait pas être une simple coïncidence. À Martinez, le voleur et l'agent Moffett échangeaient toujours des coups de feu. Une fois son arme vide, l'agent dut s'arrêter pour la recharger. Le voleur en profita.
Moffett savait qu'il serait vulnérable s'il escaladait la clôture. Conformément à la procédure, il appela des renforts. Alors que les policiers bouclaient le quartier, l'agent spécial et superviseur du FBI, Bob Moore, se joignit à l'enquête. Les vols de banque tombent automatiquement sous la responsabilité du FBI, car ce type de délit relève du gouvernement fédéral. Il y a des juridictions qui sont communes à la police locale et à nous. Pour les vols de banque, nous travaillons toujours en étroite collaboration. Quand je suis arrivé sur les lieux, la scène était sans dessus-dessous. On nous avait avisé qu'il y avait eu un vol suivi d'une fusillade. Le commandant Tom Simonetti supervisait l'enquête pour la police de Martinez. Sur la scène du crime, on a trouvé les douilles de projectiles d'un pistolet Glock de calibre 45, de même que des projectiles provenant de l'arme de notre policier. La plupart des vols de banque sont le plus souvent des tentatives mal planifiées d'obtenir de l'argent pour acheter des narcotiques. Mais dans ce cas-ci, les indices laissaient croire que le voleur était un professionnel. Sa façon de procéder était particulière. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un voleur passer par le toit et descendre dans une banque à l'aide d'une corde. Sur le toit, les techniciens examinèrent les outils abandonnés par le voleur. Ils n'y relevèrent aucune empreinte digitale. Les agents demandèrent aux employés de la banque de leur décrire le voleur. C'était un homme de race noire, très costaud, et il portait un blouson rouge. Alors que la plupart des braqueurs s'enfuient avec plus ou moins 3 000 $, celui-ci était parti avec plus de 35 000 $. Et comme il avait pris l'argent dans la salle des guichets automatiques, il n'y avait aucun sachet de teinture parmi les billets. Encore une fois, les techniciens ne trouvèrent aucune empreinte digitale, mais ils relevèrent toutefois une trace de chaussure sur le bureau où le voleur avait pris pied en descendant du plafond. Pendant qu'on examinait la scène du crime, les policiers de Martinez ratissèrent les rues derrière la banque à la recherche de l'homme à la cagoule. Ils ne tardèrent pas à retrouver sa trace. Elle était constituée des billets de 20 $ tombés de son sac. Mais cette liste de billets verts s'arrêtait abruptement au fond d'une impasse où le suspect semblait s'être volatilisé. L'agent de police Lauderdale de Pleasant Hill surveillait les lieux quand il reconnut quelqu'un parmi les curieux. Tout à coup, j'ai vu l'homme que j'avais aperçu devant le supermarché. Il se trouvait maintenant devant la banque de Martinez. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. La même personne au supermarché et ensuite à la banque où le vol avait eu lieu. Je lui ai demandé de s'identifier et de me dire pourquoi il était là. Le policier se souvenait que l'homme qui avait appelé le service d'urgence avait dit s'appeler Kyle Farrell. Cette fois-ci, il déclara s'appeler Ural Wills. La situation paraissait suspecte à l'agent Lauderdale et il demanda à l'homme de se rendre au poste de police pour y être interrogé. L'homme a été étonnamment coopératif et il n'a eu aucune réticence à se rendre au poste de police pour y être interrogé. L'homme montra au policier son permis de conduire. Il semblait bien s'appeler Ural Wills. Une vérification de ses antécédents montra qu'il avait été arrêté en 1990, soit 3 ans plus tôt, pour un vol à main armée dans un supermarché d'Oakland pour lequel il avait été ensuite acquitté. Malgré ses antécédents, les policiers ne disposaient d'aucune preuve contre lui relative au vol de banque de Martinez. Ils furent contraints de le relâcher. Ils ne savaient pas alors qu'en découvrant la vraie identité de l'homme, il s'approchait du braqueur de banque, prêt à tuer pour échapper aux policiers. À Martinez, en Californie, un voleur avait menacé de mort les employés d'une banque.
Il les tuerait s'ils n'obtenaient pas les 35 000 $ en argent liquide destinés au guichet automatique. La police était partie à la recherche du voleur en suivant une piste parsemée de billets de 20 $ près de la scène du crime. Mais cette piste se terminait dans une impasse. Pour l'agent spécial et superviseur Bob Moore du FBI, cette fin abrupte de la piste constituait déjà un indice. Après avoir trouvé tous ces billets de 20 $, on a supposé que la voiture qui lui avait servi à prendre la fuite était sans doute garée dans ce cul-de-sac. Les policiers de Martinez interrogèrent les habitants de ce quartier résidentiel de banlieue. Quelqu'un leur dit qu'il travaillait sur son terrain devant la maison ce matin-là. Il avait alors remarqué une Jeep Cherokee flambant neuve passer à toute vitesse devant chez lui. Il s'était dit que la jeune femme de race blanche derrière le volant était sans doute une adolescente imprudente. Le véhicule n'était pas immatriculé. Il n'avait vu que l'autocollant d'un concessionnaire Jeep du quartier. L'agent spécial Bob Moore suivit cette piste. Il appela le concessionnaire dont le nom apparaissait sur le véhicule et apprit qu'on y avait vendu plus de 60 Jeep Cherokee au cours des 3 derniers mois. On a commencé à identifier les gens qui avaient acheté ces véhicules, mais aucun ne se démarquait du lot. Tous les nouveaux propriétaires de Jeep Cherokee firent l'objet d'une enquête. Tom Simonetti, le commandant de la police de Martinez, savait bien que la tâche ne serait pas facile. On a parlé à plusieurs propriétaires de Jeep, mais soit ils n'avaient aucun antécédent judiciaire, soit ils étaient à l'extérieur de la ville au moment du vol, soit ils pouvaient démontrer qu'ils n'y étaient pas mêlés. Les 2 autres Jeeps qui ont fait l'objet d'un examen appartenaient à une entreprise de location de voitures à Antioch. Les agents se rendirent à l'agence de location pour y mener leur enquête. Ils demandèrent des copies des contrats de location. Ils apprirent que l'une des Jeeps avait été louée la veille du vol et retournée le lendemain soir. Le nom de Ural Wills figurait sur le contrat, soit l'individu aperçu dans l'aire de stationnement de la banque de Martinez. C'était aussi l'homme aperçu par un policier de Pleasant Hill juste après qu'il eut appelé le service d'urgence devant un supermarché. Comment Ural Wills avait-il pu s'enfuir de la banque à bord d'une Jeep et au même moment se trouver parmi les curieux dans l'aire de stationnement? Pour élucider cette question, les enquêteurs se tournèrent vers l'agent Lauderdale. J'ai mis la photo de Ural Wills, prise lors d'une séance d'identification, avec d'autres photos. Je les ai montrées à l'agent Lauderdale. Il a identifié un autre homme. Lauderdale choisit la photo de Doug Jones, un complice connu de Ural Wills. En examinant le passé criminel de Wills, on a découvert que Jones et lui avaient commis plusieurs crimes ensemble. Les enquêteurs croyaient que ce complice, Doug Jones, s'était fait passer pour Wills sur la scène du crime pour mettre la police sur une fausse piste. On considérait maintenant Wills comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. La police de Martinez entreprit des recherches plus poussées sur Ural Wills. On a découvert que Wills avait été arrêté par la patrouille de Californie parce qu'il avait un pistolet Glock chargé. Or, le voleur de la banque avait aussi utilisé un pistolet Glock. Les analyses balistiques des projectiles révélèrent qu'ils provenaient d'un pistolet Glock de 9 mm. Les enquêteurs de Martinez apprirent alors d'informateurs d'Oakland que Wills s'attaquait souvent à d'autres truands.
Il avait volé à main armée quelques trafiquants de drogue connus d'Oakland. Ça nous a poussé à croire que ce type n'avait peur de rien et qu'il était très téméraire. Grâce au contrat de location de voitures, les agents purent obtenir les relevés financiers de Ural Wills. La location de la Jeep avait été payée avec une des cartes de crédit de Wills. Après avoir obtenu les mandats nécessaires, on a constaté que la carte avait été émise par la caisse d'épargne de Berkeley. Les enquêteurs apprirent aussi que Wills détenait un compte épargne à cette caisse. Ils ne trouvèrent toutefois aucune somme importante dans son compte qui aurait pu provenir du vol de banque. On a demandé aux employés de la caisse d'épargne de contacter la police de Berkeley si Wills s'y pointait. Même s'il n'y avait pas de dépôt au montant suspect, les agents et le commandant Tom Simonetti croyaient, selon les indices, que Wills avait joué un rôle dans le hold-up. Celui-ci louait un appartement à Antioch, à 30 km à l'ouest de Martinez. En nous basant sur les informations obtenues par le service de police de Martinez, le FBI et la police d'Antioch, on a obtenu un mandat fédéral nous autorisant à fouiller l'appartement de Wills à Antioch. Sur place, ils trouvèrent Jones. Ils le conduisirent au poste de police pour le faire interroger. Pendant ce temps, les enquêteurs perquisitionnèrent les lieux et y trouvèrent de nombreux effets suspects, notamment un gilet pare-balles. Ils trouvèrent également un blouson rouge correspondant aux vêtements du braqueur de banque décrit par les témoins. Dans la chambre à coucher, les enquêteurs trouvèrent une paire de chaussures de course de genre de celle que portait le voleur. On trouva un élément encore plus révélateur dans l'une de ces chaussures. 3 000 $ en coupures de 20. Or, l'argent volé à la banque de Martinez était entièrement constitué de billets de 20 $. On envoya les chaussures au labo où l'on pourrait comparer les semelles à l'empreinte trouvée dans la banque de Martinez. Les enquêteurs découvrirent également une note de frais d'hôpital qui laissait présumer que Wills s'était blessé le jour du braquage. Le commandant Tom Simonetti remonta cette piste. Selon le médecin que j'ai contacté à l'hôpital, Wills lui aurait dit qu'il avait glissé sur le sol mouillé d'une épicerie et qu'il s'était cassé le pied. Le médecin, cependant, était plutôt d'avis que la blessure était due à un impact violent, comme s'il était tombé de haut ou comme si un gros objet lui était tombé sur le pied. Les analyses étayèrent encore davantage la thèse de la culpabilité de Wills quand on confirma que la trace de pas trouvée sur la scène du vol de banque correspondait tout à fait à la semelle de l'une des chaussures du suspect. Au poste de police, des agents interrogèrent le colocataire et présumé complice de Wills, Doug Jones. Même si sa conduite était suspecte, on ne pouvait pas le faire inculper du crime ni le contraindre à parler. Si Jones savait où Wills se terrait, il ne le dit pas aux enquêteurs. Le plus contrariant, c'était que depuis qu'il savait qu'on était à sa recherche, on ignorait où se cachait Wills. Pendant que les enquêteurs étaient à la recherche de Wills, celui-ci planifie un crime encore plus ambitieux que le hold-up de la banque de Martinez. Il avait réuni un groupe de complices auquel il exposa son plan. 4 jours avant Noël 1993, les complices de Wills se rendirent chez le bijoutier Gene Mayer et sa femme, Ruth, à Antioch. Ils prétendirent être des enquêteurs travaillant sur un cas de fraude par carte de crédit. Dès que la porte fut ouverte, ils leur révélèrent toutefois la vraie raison de leur présence. Deux d'entre eux ligotèrent le couple avec du ruban adhésif pendant qu'un troisième complice se mettait à la recherche d'un coffre-fort. Les hommes dirent à Gene Mayer qu'ils allaient enlever sa femme.
Ils ajoutèrent qu'ils l'appelleraient pour lui dire comment il pourrait la retrouver. Impuissant, Meyer vit alors les complices de Ural Wills quitter les lieux avec sa femme et un coffre-fort rempli de bijoux. Ils prirent la fuite à bord de la Suburban de Ruth Meyer. À peine 10 minutes plus tard, Gene Meyer parvint à se défaire de ses liens et il appela le service d'urgence. La police d'Antioch répondit à son appel. C'est le sergent Scott Wilford qui supervisa les recherches sur les lieux du crime. Quand je suis arrivé chez les Meyer, les agents installaient un cordon de sécurité autour de la scène. Je suis entré dans la maison et j'ai vu Gene Meyer, qui était alors interrogé et qui semblait en état de choc. Les enquêteurs écoutèrent Meyer décrire les ravisseurs de sa femme. Malheureusement, ils n'avaient pu que jeter de brefs coups d'œil sur eux. En cherchant des indices, les techniciens trouvèrent une demande de rançon. Meyer n'avait pas vu ses ravisseurs laisser la note. Dans celle-ci, on lui ordonnait de ne pas contacter les autorités. Gene Meyer avait peur d'avoir commis une erreur en contactant la police. Il craignait que les ravisseurs ne tuent sa femme pour se venger. La police d'Antioch demanda l'aide du FBI. On se mit à la recherche de toute trace de la Suburban de Ruth Meyer dont ses ravisseurs s'étaient servis. Les enquêteurs savaient bien que plus le temps passait, plus les chances de retrouver la victime en vie étaient minces. Les policiers d'Antioch et des communautés voisines ratissèrent sans tarder les aires de stationnement des centres commerciaux, croyant que les ravisseurs avaient peut-être abandonné le véhicule de Ruth Meyer pour prendre une autre voiture. Mais on ne trouva rien. Les enquêteurs apprirent également que la valeur des bijoux dans le coffre-fort volé s'élevait à 400 000 $. Mais Meyer ne se préoccupait guère de ses bijoux. Il souhaitait plus que tout que sa femme revienne saine et sauve. Celle-ci, dont on avait bandé les yeux au moment de l'enlèvement, ignorait où elle se trouvait et le sort que les ravisseurs lui réservaient. Le présumé braqueur de banque Ural Wills avait fait appel à des complices pour voler le propriétaire d'une bijouterie et enlever sa femme. Dans la maison des Meyer, les policiers d'Antioch analysèrent la demande de rançon laissée par les ravisseurs. Ceux-ci exigeaient la somme de 2 millions de $ en échange de la liberté de Ruth Meyer. Les policiers croyaient que les ravisseurs appelleraient pour donner leurs instructions. Des techniciens installèrent un dispositif sur le téléphone pour retracer les appels. Mais la sonnerie ne retentit pas. Pour trouver une piste, le sergent Scott Wilford nota tous les détails sur les bijoux volés dans la maison. Si l'on retrouvait l'un d'eux, on pourrait peut-être remonter cette piste jusqu'aux ravisseurs. Comme M. Meyer était bijoutier, il disposait d'informations très précises sur chacun de ses bijoux. On a pu se constituer une liste détaillée des biens volés et la transmettre à tous les services de police de la région. Le FBI fournit des ressources additionnelles et aida à organiser les recherches pour retrouver Mme Meyer et sa Suburban volée dans son allée. Le lendemain matin, les enquêteurs ratissaient toujours le quartier des Meyer à la recherche d'indices. Des équipes de policiers et d'agents ont commencé à interroger les résidents du quartier. On frappait aux portes et on demandait aux gens s'ils avaient été témoins de quelque activité suspecte.
En plus d'interroger les voisins, les enquêteurs, dont le sergent Scott Willeford de la police d'Antioch, firent appel aux médias pour demander l'aide du public. On a fait tout ce qu'on pouvait pour transmettre les informations au public et obtenir son aide pour retrouver Ruth Meyer. Des centaines de volontaires distribuèrent plus de 8000 feuillets partout dans le secteur de la baie. On pouvait y voir des photos de Mme Meyer et une description de sa Suburban. Cette tentative donna rapidement des résultats. Quelques heures après l'enlèvement, on a transmis le signalement aux autres services de police et on a retrouvé la Suburban. Les techniciens examinèrent le véhicule, mais n'y trouvèrent rien d'utile. Les enquêteurs déduisirent que les ravisseurs avaient dû faire monter Ruth Meyer dans une autre voiture. Ils relevèrent des traces de pneus récentes sur les lieux. Ces traces pourraient être comparées aux pneus d'un véhicule suspect dès qu'on en trouverait un. Bien qu'on eût trouvé le véhicule de Mme Meyer, on n'avait pas le moindre indice sur l'endroit où elle pouvait être. Pendant les longues heures où on la laissa seule, Ruth Meyer en profita pour gruger les liens autour de ses poignets. Meyer savait qu'il était trop risqué de tenter de s'échapper. Elle s'exerça plutôt à noter mentalement tous les détails du garage où elle était captive, au cas où on lui demanderait d'identifier les lieux. Dans l'allée, elle pouvait voir une voiture recouverte d'une bâche bleue. Meyer eut l'idée de crier pour appeler à l'aide. Mais elle craignit bien vite que ses ravisseurs ne l'entendent. Pour l'instant, elle n'avait d'autre choix que d'attendre. Son mari réunit rapidement la somme qu'il, espérait-il, lui permettrait de revoir sa femme en vie. Des agents, les mains recouvertes de gants de latex, notèrent soigneusement les numéros de série des billets verts. Ils se préparaient à remettre l'argent de la rançon aux ravisseurs dès qu'ils recevraient leurs instructions. Deux jours après l'enlèvement, la police répondit à un appel de la Caisse d'épargne et de crédit de Berkeley. Des agents du FBI avaient demandé au gérant d'appeler la police s'il voyait le présumé braqueur de la banque de Martinez. Or, celui-ci avait aperçu Ural Wills au moment où il tentait d'effectuer un dépôt. En voulant accéder au compte, la caissière se rendit compte que celui-ci était gelé. That works. Des agents de police de Berkeley s'approchèrent lentement de la caisse. Wills les aperçut alors. En fouillant Wills, les policiers trouvèrent la cartouche chargée d'un pistolet Glock de 9 mm. Ils constatèrent alors que Wills cachait autre chose. Dans sa poche, on a trouvé une clé d'auto. Les policiers lui ont demandé où était garée sa voiture, mais il a nié en posséder une. Les policiers ont vérifié tous les véhicules et ils ont identifié le sien. La clé de Wills ouvrit la portière d'une Ford Explorer. L'agent spécial Bob Moore fouilla le véhicule après que celui-ci eut été remorqué à la fourrière. Il chercha des preuves de l'implication de Wills dans le braquage de banque à Martinez. Il trouva plutôt son premier indice relatif à l'enlèvement de Ruth Meyer.
Les effets trouvés dans l'Explorer le jour de l'arrestation de Wills étaient un téléphone portable, une arme, le téléavertisseur de Ural Wills et un sac rempli de bijoux. Les agents avaient cru jusque-là que l'enlèvement de Ruth Meyer et le vol de banque de Martinez n'étaient pas reliés l'un à l'autre. Mais ils se ravisèrent devant les bijoux trouvés, dont certains portaient les initiales R et M, soit les initiales de Ruth Meyer. Ils montrèrent ces bijoux au mari de la victime qui confirma qu'ils avaient été volés dans leur maison. Les enquêteurs étaient désormais convaincus que Wills était à la fois impliqué dans l'enlèvement de Ruth Meyer et dans le hold-up de Martinez. Pour trouver l'implication de Wills dans ce dernier crime, les techniciens effectuèrent des analyses balistiques avec le pistolet Glock trouvé dans son véhicule. Ils comparèrent les projectiles obtenus lors de tirs d'essai aux projectiles recueillis à la banque de Martinez. Les analyses révélèrent que ces balles n'avaient pas été tirées avec la même arme. Les enquêteurs croyaient que Wills s'était vraisemblablement débarrassé du pistolet utilisé lors du braquage pour le remplacer par cette autre arme de même marque et d'un modèle identique. Wills n'était plus soupçonné uniquement pour le vol de banque, mais aussi pour sa participation dans l'enlèvement de Ruth Meyer. Les policiers d'Antioch demandèrent alors à Wills de leur dire où on la retenait captive dans l'espoir de la trouver à temps. Mais Wills refusa de coopérer. Il ne prononça pas un mot sur son implication dans le rapt de Ruth Meyer. Une fois Wills derrière les barreaux, les enquêteurs craignaient que ses complices ne deviennent nerveux et qu'ils en viennent à commettre quelque acte désespéré. Les autorités tinrent une conférence de presse dans l'espoir d'obtenir de nouvelles pistes. On en profita pour dire publiquement aux complices de Wills que l'enquête sur l'enlèvement de Mme Meyer progressait et qu'il serait dans leur intérêt de la remettre en liberté. 4 jours après l'enlèvement de Ruth Meyer, c'était la veille de Noël. L'homme qui la surveillait avait reçu des instructions de ses complices. Il devait se débarrasser de la victime d'une façon ou d'une autre. L'homme ordonna à Ruth Meyer de se cacher pendant qu'il conduisait. Madame Meyer était incapable de savoir si on l'épargnerait ou si on la tuerait. Ruth Meyer, la victime d'un enlèvement, était captive depuis 4 jours. Ural Wills, le présumé chef du groupe ayant organisé le rapt, était en détention provisoire sur présomption d'un vol de banque. Ses complices, n'ayant ainsi plus de chef, craignaient d'être capturés par les autorités. Ils ordonnèrent à l'homme qui gardait Ruth Meyer de se débarrasser d'elle au plus vite. À El Sobrante, soit à 50 km au nord de sa maison d'Antioch, les ravisseurs décidèrent d'en finir avec Madame Meyer en la remettant en liberté. Le sergent Scott Willeford de la police d'Antioch croit que le message envoyé aux ravisseurs par l'entremise des médias a porté fruit. Ils savaient que c'était un crime grave et que la pression sur eux allait augmenter. On en avait parlé partout au pays et ils ne savaient pas quoi faire. Le public connaissait tous les détails de ce cas. Ils ont été forcés de la remettre en liberté. La nouvelle du retour de Ruth Meyer chez elle saine et sauve défraya la manchette. I just want to say that I'm so very happy to be home. Anything that you can
Les enquêteurs interrogèrent Ruth Meyer sur sa pénible aventure. Elle ignorait où on l'avait retenue captive et fut incapable de décrire ses ravisseurs. Mais elle fournit aux policiers une information cruciale. Pendant sa captivité, ses sens étaient à l'affût au point qu'elle se souvenait très bien de tout ce qui se passait autour d'elle. Elle nous a décrit certains sons qu'elle entendait, comme, par exemple, les trains qui passaient, les autobus et les véhicules équipés de moteurs diesel. Elle les entendait ralentir avant de virer abruptement. En se basant sur les informations fournies par Ruth Meyer, les enquêteurs se mirent à la recherche d'un endroit situé près de voies ferrées et de circuits d'autobus. Ils se servirent du téléphone portable de Wills pour restreindre le champ de recherche en obtenant ses relevés téléphoniques. Ils portèrent surtout leur attention sur les appels de Wills juste avant et après l'enlèvement. Nous sommes parvenus à déterminer quel numéro avait été composé avec l'appareil, de même que l'endroit où le téléphone avait été utilisé, notamment à Antioch. Il avait composé plusieurs numéros ce soir-là. Les tours de Contra Costa West avaient intercepté le signal du portable de Wills le soir de l'enlèvement. Les enquêteurs sillonnèrent les rues de Contra Costa, où les voies ferrées et les lignes d'autobus se croisaient le plus souvent. Grâce aux informations fournies par Ruth Meyer, les agents cherchèrent une maison où se trouverait une voiture recouverte d'une bâche bleue. On a trouvé une maison à San Pablo. Par le simple examen des lieux, on a vu que cela correspondait au signalement fourni par Ruth Meyer. Les agents fouillèrent la maison après en avoir obtenu le mandat, mais n'y trouvèrent rien. Ruth Meyer reconnut le garage où on l'avait retenue captive. Les agents auraient voulu interroger le propriétaire des lieux, mais ils furent incapables de le localiser. Ils cherchèrent ensuite des proches parents du propriétaire. Edward Rodriguez était son neveu. Les agents ignoraient que c'était ce même type qui avait surveillé Ruth Meyer pendant sa captivité. De son côté, Rodriguez crut à tort que les agents étaient à sa recherche et il déclara qu'il s'apprêtait à se rendre. Rodriguez semblait éprouver du remords d'avoir participé à l'enlèvement et les enquêteurs purent le convaincre de coopérer. Le gardien a fini par passer aux aveux. Il nous a décrit en détail comment toute l'opération avait été planifiée et il nous a raconté l'enlèvement de A à Z. Rodriguez donna le nom de tous ses complices. Il ajouta que Uriel Wills avait planifié et orchestré l'enlèvement. Les agents purent corroborer les déclarations du gardien grâce au relevé téléphonique du portable de Wills. Plus tard, ils arrêtèrent tous ses complices. Brian Tomasello, un des bandits armés à avoir fait irruption dans la maison des Meyer, fut reconnu coupable de 6 chefs d'accusation de vol et d'enlèvement et il fut condamné à la prison à vie. Edward Rodriguez fut trouvé coupable d'enlèvement et de vol. Le jury le condamna à une peine d'incarcération de seulement 8 ans pour avoir remis en liberté Ruth Meyer. Avant son procès pour l'enlèvement de Meyer, Uriel Wills fut reconnu coupable du vol de banque à Martinez et condamné à 39 ans de réclusion. Les procureurs apprirent alors que Wills souffrait d'une défaillance rénale. Il lui restait moins de 10 ans à vivre. Ainsi, il mourrait vraisemblablement en prison. Les procureurs avisèrent alors Mme Meyer de leur souhait de ne pas traîner Wills devant les tribunaux pour l'enlèvement. C'était une personne généreuse. Elle savait que justice avait été rendue. Elle savait aussi que Wills serait en détention pour le restant de ses jours. Je crois même qu'elle leur a tous pardonné. En échafaudant ses plans criminels, Uriel Wills s'attendait à devenir millionnaire et à vivre dans le luxe.
Mais le FBI et les autorités policières se sont plutôt assurés qu'il passerait ses derniers jours derrière les barreaux.